Bonsoir, bonsoir. Donc, nous continuons notre lecture de l'interprétation des rêves et nous sommes arrivés, aux rêves typiques. Donc, les rêves typiques se trouvent dans le chapitre que nous avions commencé la dernière fois qui s'appelle « Matériel et source des rêves », un chapitre de l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Donc, nous allons rappeler que nous en étions arrivés à la thèse que nous propose Freud et qu'il va continuer donc à démontrer dans tout le travail de l'interprétation, c'est que le rêve est une réalisation, on va dire, déguisée d'un désir réprimé. Et nous allons arriver à la fin de ce chapitre à la phrase « Le rêve est une réalisation déguisée d'un désir infantile, sexuel et réprimé. » D'accord? Donc nous allons passer d'une situation, on va dire, d'une situation à une autre. D'accord? Donc nous pouvons continuer. Donc, nous avions vu, et c'est une chose donc qui est très, très importante, c'est que le rêve, c'est le résultat d'un travail. Donc, nous avions vu que biologiquement, disons, pour le corps humain, le rêve a une fonction qui est la fonction de nous maintenir endormis. C'est-à-dire, il travaille pour le dormeur, pour le maintenir, il lui raconte une histoire pour qu'il puisse continuer à dormir. Mais le travail ou la méthode psychanalytique qui va donc agir sur le discours manifeste le récit du rêve que le psychanalyste va interpréter, c'est la production d'un travail. C'est-à-dire qu'il va interpréter ce rêve en reconstruisant de façon théorique ce qui a fabriqué le rêve. D'accord? C'est-à-dire que moi, quand je raconte le rêve, comment je l'ai fabriqué, d'où ça vient, quel est le travail qui a été fait auparavant. Donc là, Freud, il va, à partir de ce récit, il va reconstruire théoriquement le moteur de ce qui a produit le rêve. D'accord? C'est ce que nous allons voir. Donc il va utiliser les rêves typiques pour nous faire référence à ça, on va dire. D'accord? Bonjour, bonjour. Et donc, il va nous dire que, donc il va nous préciser que sans le travail du psychanalyste, le rêve n'a pas de sens. Que le rêve n'a un sens que quand il est interprété. Sinon, nous avons tendance à faire cette réflexion, on va dire, quand on se réveille le matin, en pensant que notre rêve, c'est une prémonition, ou comme nous avons rêvé d'un malheur dans la journée, nous pensons que, dans la nuit plutôt, nous pensons que ce malheur est en nous, ou des choses comme ça. Et en fait, toutes les interprétations qui ne font pas référence à ce que propose Freud, en fait, ils vont nier les caractéristiques du travail. Parce que ce que nous allons voir ici, c'est le travail que le sujet réalise, que l'inconscient réalise pour arriver au récit du rêve. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous allons voir qu'à partir du récit du rêve, nous allons élaborer une interprétation, c'est-à-dire une construction qui vont construire, en fait, d'où est parti. Quel est le désir qui a provoqué ce rêve? Et donc, nous allons découvrir quelle est la structure qui va déterminer, quelle est la structure qui va provoquer, qui va fabriquer des rêves et qui en fabrique toutes les nuits. Attention, il y a les rêves dont on se rappelle, il y a les rêves qu'on a oubliés, mais il y a des rêves tout le temps. C'est-à-dire qu'on rêve tout le temps et qu'à chaque fois, il y a une structure déterminante qui va provoquer le rêve. C'est-à-dire que la reconstruction théorique que nous allons faire, c'est-à-dire qu'il y a un désir inconscient, plutôt, on va le prendre par là, d'accord, qui va traverser la barrière de la répression. Donc, comme il va traverser la barrière de la répression, il va devoir se déformer et il va apparaître comme désir manifeste.
D'accord? Donc, c'est le travail réel du rêve qui va être une construction théorique. D'accord? C'est une construction théorique qui va apparaître ici. Donc, continuons. Donc, nous verrons dans le mardi prochain, donc dans le prochain chapitre, nous verrons le travail du rêve. Donc là, nous rentrerons dans les mécanismes. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le matériel, parce que pour réaliser un travail, nous avons besoin d'instruments et nous avons besoin de matériel. Quelle est la matière première qui s'utilise? D'accord? Donc, c'est ce que nous allons construire ici. C'est-à-dire que nous avions déjà vu dans le vidéo antérieur, nous avions vu que Freud nous avait montré que une partie du matériel que nous utilisons, ce sont des événements récents. D'accord? Ce sont des événements qui nous sont arrivés, des choses en général indifférentes, qui nous sont arrivées pendant la journée et que nous allons prendre pour utiliser pour fabriquer notre rêve. Ou en tout cas, ça va être une base, parce que tout, avec l'association libre, nous allons voir que c'est toute une question de chaînes associatives. Et que grâce à ces chaînes, Freud, il a pu voir aussi que ce que nous utilisions, c'était très souvent pour la réalisation, pour la fabrication du rêve, nous allions aller chercher même des souvenirs de l'enfance. Des souvenirs, des choses dont nous ne nous souvenons pas consciemment, mais que nous avons vécu et que le rêve va ramener. D'accord? Et c'est-à-dire que nous allons voir qu'avec l'interprétation, c'est-à-dire avec le récit du rêve, plus l'association libre, plus l'écoute du psychanalyste et l'interprétation, nous pouvons voir apparaître les souvenirs de l'enfance. Bon. Donc Freud, il va commencer dans ses rêves typiques, il va commencer à nous parler des rêves, donc vous en avez déjà très certainement fait, parce qu'on est tous passés par là, on va dire, ou pratiquement, c'est-à-dire des rêves où nous sommes pratiquement nus, ou complètement nus, ou mal habillés, où il nous manque quelque chose qu'on a l'habitude toujours d'utiliser, et on se retrouve et on a honte. D'accord? Donc il va dire, nous avons honte, nous nous sentons nus devant les autres, et nous avons honte de notre nudité. Et donc il va nous décrire ce qu'il entend par rêve typique. C'est-à-dire que le sentiment de honte est obligatoire. Si je me promène toute nue dans mon rêve et que je n'ai pas de sentiment de honte, ça ne rentre pas dans le rêve typique. On va dire, dans le rêve typique rentre, non, uniquement, on va dire, les rêves où j'ai une sensation de honte, j'ai honte d'être mal habillée ou d'être toute nue face à des personnes que je ne connais pas. D'accord? Donc on va dire bonsoir Sylvie, face à des personnes que je ne connais pas. Donc ça c'est une chose importante, c'est-à-dire que c'est là où on va voir que le sentiment dans le rêve est quelque chose de très important. D'accord? C'est-à-dire que c'est une sensation un petit peu angoissante, parce qu'en plus nous sommes paralysés, nous voulons fuir, mais nous ne pouvons pas. D'accord? Donc ce sont ces éléments. Les différents éléments, le sentiment de honte, le sentiment un peu d'angoisse où nous voulons fuir et nous ne pouvons pas, et nous nous retrouvons nus devant des personnes que nous ne connaissons pas. Et non seulement que nous ne connaissons pas, sinon qui restent indifférents. Ce sont des gens qui sont là, mais qui sont indifférents à notre situation. Voilà le type de rêve. D'accord? Ça, c'est le rêve, on va dire, le rêve typique. Et donc, Freud va nous dire, donc il dit que c'est un rêve typique parce qu'en fait, ce sont des rêves qui ont la même source. Que tous ceux qui ont fait ce genre de rêve partent et utilisent la même source. Et je dirais même, plutôt Freud, c'est ce qu'il vient nous dire, c'est que c'est le même désir qui est réalisé pour tous. Donc, il va nous l'expliquer. Donc, il va dire, il dit que apparemment, bien sûr, avec tous ces éléments, il dit ça paraît incohérent, ça paraît contradictoire ces éléments, parce que j'ai honte devant des gens qui s'occupent pas de moi, qui ne font pas de réflexion, qui me regardent à peine, et pourtant moi j'ai honte. Donc c'est contradictoire. Hein. Et
Et en fait, il dit que il s'agit de désirs, donc qui sont illicites et qui ont été sacrifiés à la répression. D'accord? Et donc, ils sont basés sur des souvenirs de notre jeune enfance. Et de quels souvenirs il s'agit? Freud, il va nous expliquer, donc lui, parce qu'en fait, lui, il va voir par rapport aux patients qui lui racontent ce rêve. C'est pas que lui, il invente ça. Sinon qu'il l'a vu, comme il dit dans l'interprétation des rêves, il a déjà écouté des milliers de rêves qu'il a interprétés, et il a vu qu'à chaque fois, c'était la même répétition. Donc ça s'associait le texte, le discours latent, c'est-à-dire que les associations à ce type de rêve, c'était des souvenirs de l'enfance. Ou nous pouvons, puisque la même chose, nous ne l'avons peut-être pas, nous ne nous en rappelons pas, mais nous l'avons vu sur d'autres enfants, tous ces petits-enfants de 2-3 ans qui courent tout nus et qui sont même très contents d'être tout nus, tout fiers et qui se présentent un petit peu, qui n'ont absolument pas honte. D'accord? Ça, c'est la honte. Ça vient après, ça vient avec l'âge adulte, mais les enfants n'ont absolument pas honte. Et donc, ils sont même plutôt, on va dire, que ce sont des jeunes exhibitionnistes. D'accord? C'est-à-dire que l'enfant, il a un certain plaisir à s'exhiber nu, et c'est même un mécanisme de séduction que l'enfant va utiliser. Et donc, il se promène nu, mais pas devant n'importe qui. Donc, en général, il va sélectionner la personne dans l'enfance, il va sélectionner la personne face à qui il veut faire son petit spectacle de séduction grâce à sa nudité. Non? Et donc Freud, il va d'ailleurs faire une petite association, il va dire la manie des paranoïaques, non? Les paranoïaques, ils peuvent avoir certaines manies, qui se sentent observés quand ils s'habillent ou quand ils se déshabillent, et en général, c'est associé à ce genre d'événements infantiles. D'accord? Par contre, les pervers, c'est dans le même sens, dans le sens où c'est aussi associé à des événements infantiles, mais qui leur ont procuré tellement de plaisir que même à l'âge adulte, ils continuent. D'accord? Et ça devient une obsession. L'obsession de l'exhibitionnisme, on va dire. Non? Parce que l'exhibitionnisme, vous voyez que c'est quelque chose qui est, on va dire, obligatoire pour la vie de tous les jours. Bon, pas d'aller tout nu partout, mais de s'exhiber. Moi, je suis là face à une caméra, c'est une démonstration d'exhibitionnisme. D'accord? C'est-à-dire que ça fait partie de notre vie, que nous en avons besoin pour réaliser certaines choses dans notre vie quotidienne. Et donc, il va nous dire que, une chose qui est intéressante, donc il dit que bien sûr, les enfants, donc ils font ça, ils n'ont pas honte, on les considère pratiquement comme amoral, regardez, ils se promènent tout nus. Bon, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez accepté, mais après, bien sûr, donc petit à petit, avec l'apprentissage et avec l'évolution, va s'installer la honte et l'angoisse, d'accord, face à ce désir exhibitionniste, parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui, si nous nous retrouvions tout nus dans n'importe quelle circonstance, il y aurait donc ces sentiments qui pourraient apparaître, d'accord? Et donc il dit que ça, c'est le début de la vie sexuelle adulte et le résultat du travail de la civilisation, on va dire, non? Et donc, ce paradis dans lequel nous avons vécu, où nous pouvions réaliser tranquillement nos désirs, parce qu'il n'existait pas cette loi qui aujourd'hui existe pour l'âge adulte, d'accord, c'était le paradis, évidemment. Donc, et donc, dans les rêves, qu'est-ce qu'on fait? De temps en temps, on retourne à ce paradis où nous n'avions pas cette limitation, d'accord? Donc, ce sont des rêves, les rêves de nudité, ce sont des rêves exhibitionnistes. Et donc, il va bien dire aussi, parce que dans le rêve, quand on voit que les gens qui sont autour de nous, on voit comment c'est la déformation. La déformation, c'est je le fais face à des gens que je ne connais pas et qui sont indifférents au mouvement que j'ai. Il dit que ça, c'est une déformation dans le rêve. C'est une déformation du rêve qui a été mis par la censure pour qu'on ne se rende pas compte de ce qu'on est en train de faire.
on va dire, et on va montrer, donc il dit qu'il va remplacer, c'est la phrase de « il y a beaucoup de gens mais que je ne connais pas », par justement « il n'y a pas beaucoup de gens ». Et ce sont des gens que j'ai choisis. Je ne fais pas mon spectacle d'exhibition devant n'importe qui. D'accord? C'est-à-dire qu'on voit, donc il reconstruit. Vous voyez comment il reconstruit le souvenir de l'enfance. D'accord? Et de la même façon, le rêve, il va présenter donc une sensation pénible, non, une sensation où je veux m'échapper de cette situation, mais je ne peux pas, non, ou en fait c'est pareil. Donc c'est la censure, la déformation, d'accord, de ce souvenir où je devrais être très content de pouvoir m'exhiber en public, mais ça ne m'est pas permis de réaliser ce désir par ma morale, par la répression qui a déjà eu lieu, on va dire. Et donc, tout ce désir est transformé directement à l'inverse. D'accord? Et donc, il dit ainsi, il précise aussi le fait que nous nous sentions complètement paralysés dans le rêve, d'accord? C'est un conflit avec notre volonté. C'est-à-dire que la paralysie, non, d'ailleurs, dans la vie quotidienne, des fois ça arrive aussi, nous sommes paralysés parce que notre volonté se pose la question. On va dire qu'il y a un conflit. Oui, non, donc je suis paralysée. D'accord? C'est-à-dire que l'intention consciente demande que l'exhibition continue, mais que la censure exige qu'elle s'arrête. D'accord? Donc on voit ici que Freud, il interprète à partir du récit du patient, il va interpréter le désir exhibitionniste du rêveur, on va dire. Il reconstruit le rêve latent, d'accord, donc les souvenirs et la scène infantile de séduction. Donc on va dire que ce sont des rêves typiques parce qu'en fait ce sont des rêves, on va dire, qui sont basés sur une situation de l'enfant qui est universelle, qui est mythique aussi. D'accord? C'est mythique dans le sens où c'est ce temps où le désir n'était soumis à aucune autre loi qu'à celle de la réalisation. C'est pour ça qu'on dit que c'était le paradis. On n'avait pas besoin de dire non, c'est pas possible, je ne peux pas le faire. D'accord? Donc ça, on va dire que ce serait le premier vers. Merci beaucoup pour ce partage. Je vous en prie, Belkacem, je vous en prie. Donc, ensuite, nous allons passer au sujet qui est le centre, on va dire, des rêves typiques qu'il va nous présenter. C'est les rêves de la mort de personnes aimées. Donc, il dit qu'il y a deux types de rêves, de j'ai rêvé que quelqu'un que j'aime mourait. D'accord? Ça, c'est le rêve. Et à partir de là, il y a un sentiment qui s'y associe. Donc, il va dire, quand il n'y a pas de douleur, quand je n'ai pas mal, etc., quand je ne pleure pas parce que l'autre est mort, il va dire ça, ce sont des rêves qu'on ne va pas considérer comme typiques. On va considérer comme typiques uniquement quand je me réveille en larmes et que je suis bouleversée par ce que je viens de vivre dans mon rêve, on va dire. Non, parce qu'il rappelle, il dit par exemple, rappelez-vous cette femme qui avait rêvé que son deuxième neveu mourait et qu'en fait elle allait à l'enterrement de son deuxième neveu. Et donc elle était allée voir Freud, c'est une patiente de Freud, elle était allée voir Freud, c'est pas possible, je peux quand même pas avoir envie que meure mon deuxième neveu quand le premier est déjà mort. Je peux pas penser ça, c'est pas possible. Et donc Freud, après l'interprétation, on voit que en fait, donc là elle n'avait pas de sentiment, elle n'a pas pleuré, c'était pas quelque chose de douloureux. Et donc, elle montre que dans ce rêve, la réalisation du désir, ce n'était pas la mort du neveu, sinon que c'était la possibilité à l'enterrement de revoir l'homme qu'elle aimait. D'accord? Donc, il y a eu un autre désir qui se satisfait. Par contre, quand on pleure vraiment, et ça, Freud, donc, il va nous le dire clairement, il dit, quand on se réveille bouleversé parce qu'il y a quelqu'un qu'on aime qui est mort, il dit qu'il n'y a pas
comment on va dire, nous sommes obligés d'en arriver à cette conséquence, c'est-à-dire que le désir qui se réalise, c'est réellement la mort de cette personne. Donc il dit, d'accord, ça c'est très difficile à accepter. Non, il va nous dire, oui, effectivement, ça c'est très difficile à accepter, parce que comment je peux accepter, surtout dans le rêve, moi je ne voulais pas, c'était horrible, il était mort, qu'est-ce que je vais faire sans lui, etc. Et donc il va dire que, justement, là aussi, il va nous dire que ce sentiment exagéré, ce sentiment de larmes ou de bouleversement, c'est pour couvrir que derrière ça, il y a la satisfaction de voir l'autre mort. Oh, c'est terrible. Mais c'est que l'être humain, il a ses contradictions. Que l'être humain, il n'est pas tout amour, même avec les gens qu'il aime. Et c'est ce que vient nous dire Freud. C'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup la psychanalyse, parce qu'on vient nous dire que nous n'avons pas que des sentiments qui sont bons, que des fois, nous avons des élans, non, des élans de haine vers d'autres personnes. Donc il dit que le sens de ce rêve, c'est ce qui apparaît manifeste, c'est le contenu. D'accord? C'est-à-dire le désir que cette personne auquel on se réfère dans le rêve meurt. Donc il dit, bon, maintenant il va falloir que je donne des explications, parce que je ne peux pas me permettre de lancer ça sans explication, puisque ça va déranger beaucoup de monde. Donc effectivement, et il va déjà essayer de nous consoler en disant, bon, ce n'est pas obligatoirement des désirs actuels, sinon que très souvent il s'agit de désirs du passé, du désir oublié et même des désirs réprimés, mais qui continuent à exister, non? C'est qui continuent à exister et qu'à un moment donné, pour une raison, ils ressurgissent en nous. D'accord? Bonsoir, Farida. Donc il dit que, claro, que ces désirs infantiles, parce qu'en fait il va dire que ce sont des désirs infantiles, des désirs que nous avons voulus dans l'enfance, puisque ces personnes aimées en général c'est des gens de notre famille, et en fait ces désirs, ils ne sont pas morts. Ces désirs de l'enfance, ils ne sont pas morts, ils vivent toujours en nous. Et ils apparaissent de temps en temps. D'accord? Donc même si nous n'aimons pas, même si nous ne sommes pas très contents avec cette idée. Par exemple, il raconte l'histoire d'une femme qui a fait un rêve et qui a rêvé que sa petite fille était morte et elle était mise dans une caisse. D'accord? Et en fait, il va, après l'analyse, se rendre compte qu'en fait, c'était un désir qu'elle a eu, mais il y a 15 ans. 15 ans en arrière. Et quand on fait l'association, en fait, cette jeune femme, elle raconte que quand elle était petite, elle a écouté sa mère qui était enceinte d'elle. Donc, c'est un récit qu'elle a écouté, qu'on racontait, non, de la famille, comme ces histoires de famille qu'on raconte. Ma mère était enceinte de moi et elle raconte qu'elle a désiré, qu'elle n'était pas contente d'être enceinte et qu'elle aurait bien aimé que le bébé qu'elle attendait meure. Et donc cette jeune femme, donc une génération après, qui elle-même aussi est adulte, elle fait ce rêve. Elle s'imagine que sa petite fille est morte. C'est-à-dire que c'est la réalité et c'est la réalité de cette jeune femme. C'est-à-dire que l'être humain est contradictoire. Il est capable d'aimer et de détester la même personne. D'accord? Donc, c'est une contradiction avec laquelle il doit apprendre à vivre et il doit apprendre aussi que de temps en temps, donc, ça va se réaliser dans ses rêves. Cette contradiction va apparaître dans ses rêves. Donc il dit que quand quelqu'un rêve que son père est mort, que sa mère est morte, que ses frères et sœurs sont morts, on ne doit pas penser que c'est dans l'actualité qu'il désire cette mort, sinon que c'est un désir qu'il a eu dans son enfance. D'accord? Donc nous ne sommes pas obligés, nous pouvons, on va dire, nous pouvons imaginer
notre enfance avec tous ces désirs contradictoires. Donc il dit que pour comprendre ce phénomène, il dit nous allons déjà voir que la relation des enfants avec leurs frères et sœurs. Donc aujourd'hui, la théorie de Freud, non, qui a déjà 119 ans, depuis l'interprétation des rêves en 1900, donc c'est une théorie qui a 119 ans, donc il y a beaucoup d'idées qui ont été un petit peu réparties à droite à gauche, donc nous savons que, nous avons une idée que nos sentiments, enfin que les sentiments de l'enfant avec ses frères et sœurs, quand ils sont tout petits, ben, ce sont des sentiments qui sont mélangés, donc des sentiments de tendresse, mais aussi des sentiments, on va dire, de haine. Et en fait, donc il va nous expliquer d'où vient cette haine de ces jeunes enfants, non, de cette époque infantile, c'est-à-dire l'époque que nous avons tous vécue. Attention, on ne parle pas d'un enfant qui a existé dans la théorie de Freud. Non, non, nous parlons de nous. C'est d'où la difficulté aussi à accepter, parce que nous sommes passés par là aussi. Et en plus, non seulement nous sommes passés par là, sinon que ce qu'il vient nous dire ici dans ce chapitre, c'est que ce sont des sentiments qui continuent à vivre en nous. Et que de temps en temps, nous réalisons dans les rêves. Alors, quand c'est dans les rêves, non, c'est pas grave, puisque c'est un rêve, mais que le désir est là. Alors, si nous ne passons pas à l'action, non. Donc, il dit qu'à l'époque, de l'enfant, donc si vous êtes en contact avec les enfants, en plus, très souvent, ça se voit, il dit que l'aîné, le plus grand, la plus grande, l'aîné, elle a toujours tendance à maltraiter le plus petit. D'accord? Elle va le dénoncer auprès de ses parents et en plus, elle va lui enlever ses jouets. Donc, il explique Freud, non? Et le plus petit, de son côté, lui, il se sent complètement impuissant face à l'aîné, d'accord? Qu'il envie et qu'il craint. Et qu'en fait, son seul désir, c'est de se libérer de cet oppresseur qui l'oblige à faire telle chose, qui l'oblige à faire telle chose. D'accord? Et donc, le plus petit, il essaye de se défendre du plus grand. Donc, on dit que le plus grand jalouse le plus petit et que le plus petit envie le plus grand. Non, ce sont deux sentiments qui sont différents. Donc, dans tous les cas, l'enfant est absolument égoïste. On pourrait expliquer un petit peu ses sentiments. Il dit qu'est-ce que l'enfant, il est complètement égoïste. Et donc, et d'ailleurs, c'est ça une description de ce sentiment infantile, c'est-à-dire qu'il sent de façon très très forte tous ses besoins, d'accord, et qu'il a besoin, donc ses besoins, il veut les satisfaire immédiatement. Et peu importe s'il y en a un qui meurt sur le chemin. Non, c'est-à-dire que son objectif, c'est satisfaire ses besoins de n'importe quelle manière, on va dire. D'accord? C'est-à-dire que même si il faut faire un croche-pied aux frères pour pouvoir passer et avoir le petit biscuit qui nous intéresse, ben on le fait. D'accord? Et il dit que on ne va pas considérer ce petit garçon qui veut absolument cette satisfaction immédiate de ses désirs. On ne va pas lui mettre l'étiquette de criminel et le juger comme un criminel, sinon on va dire bon, il n'est pas très gentil. D'accord? Ça, c'est, on va dire, un petit peu la tendance que nous avons dit, il n'est pas très gentil, ce petit garçon. Non? Mais en fait, c'est pas que le petit garçon n'est pas très gentil, c'est que les enfants sont comme ça. Les enfants sont égoïstes et ils veulent réaliser leurs désirs sans attendre. C'est-à-dire que les enfants, ils n'ont pas la capacité d'attendre. Ça, c'est quelque chose que l'adulte va apprendre. Apprendre que je dois remettre à plus tard, que je fais ça aujourd'hui et que j'attendrai demain ou après-demain ou dans un mois ou dans un an les résultats de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. D'accord? Donc, on va lire. Donc, nous allons continuer et donc, on va lire. Donc, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, on va dire, qui aiment énormément leurs frères et sœurs. Attention, on parle de contradiction. On ne parle pas d'assassin. On parle de sentiments contradictoires qui vivent en nous. D'accord? Et donc, on va voir qu'il y a des gens, oui, des adultes, des frères et sœurs qui s'adorent, qui s'aiment beaucoup, qui se protègent, qui sont l'un pour l'autre. Et il dit que s'il y en a un qui meurt, c'est une douleur terrible. Il dit oui, effectivement, et c'est réel.
mais ça n'empêche pas qu'il y ait un désir inconscient hostile qui provient des époques de l'enfance. On ne pourra pas les éliminer. C'est pour ça que vous voyez que dans la réalité, les relations que nous avons avec nos frères et sœurs en général ne sont pas obligatoirement très faciles. On va dire. Non, ce sont des relations où il existe encore cette petite histoire du passé qui continue à vivre en nous et que nous ne pouvons pas éliminer. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important parce que ne cherchons pas à l'éliminer, elle continuera à vivre en nous. D'accord ? Et donc, il dit que c'est très intéressant justement de regarder, parce qu'il dit que très souvent, les parents, ils ne regardent pas en détail l'attitude, ils voient que les enfants se disputent, bon, de temps en temps, mais ils ne voient pas en détail comment, justement, l'aîné, en général, il va faire des phrases, non, parce qu'il va exprimer sa jalousie, parce que le grand frère hein, ou la grande sœur, elle se rend compte que quand il y en a un qui arrive, ben, il ne va plus avoir l'exclusivité, qu'il va perdre son rôle de petit roi, de petite reine dans la maison et qu'il va perdre, c'est-à-dire que les parents vont devoir partager leur tendresse, leur amour avec un autre. Non, donc il dit que par exemple, il raconte l'anecdote d'un petit garçon qui dit à la naissance de sa petite sœur, qui dit moi je veux que la cigogne emmène ma sœur, non, la ramène d'où elle vient, la rende d'où elle vient. Et je me rappelle aussi dans le livre de Simone de Beauvoir, je crois que ça s'appelle Les Mémoires d'une jeune fille en fleurs, aussi dans le début de l'histoire, elle raconte que quand elle était toute petite, elle se souvient, non, Simone de Beauvoir, qu'elle a dit aussi que quand elle a vu ce petit bébé qui était dans le berceau, elle a dit « Moi, j'avais une petite sœur, elle n'avait rien. » Non, une autre manière de montrer toujours. Et donc, on va voir que l'enfant va montrer qu'il est conscient de tous les inconvénients que va apporter la présence de ce petit frère, de cette petite sœur. Donc il va faire référence, c'est-à-dire que si les parents écoutent bien, il va l'exprimer, il le dit. Alors, où il passe aux actes. D'ailleurs, il raconte une anecdote, Freud, qui est intéressante et qui dit, il raconte l'histoire d'une petite fille qui dit, mais je ne vais pas devoir lui prêter ma casquette, non, je ne vais pas devoir lui donner ma casquette, non, donc elle imagine déjà que la casquette qu'elle a, ben, ça va passer à la petite sœur, donc elle n'est pas bête, elle voit déjà un petit peu comment ça va se passer, et Freud dit, si par hasard, ce que la petite sœur a imaginé, ça se produit réellement dans la réalité, dit ça c'est le point de départ d'une hostilité durable, d'accord, c'est-à-dire que il y a des points où on ne se rend pas compte, les parents ne voient rien, c'est quelque chose, donc une reconstruction aussi que fait Freud, non, en écoutant les patients. Après, il y a une autre anecdote aussi que raconte Freud où il va dire qu'il y a un petit garçon qui raconte qu'il a rêvé qu'il y avait dans un champ une multitude d'enfants et parmi ces enfants, il y avait ses frères et sœurs. Et qu'ils étaient tous en train de jouer donc dans les champs. Et tout d'un coup, les enfants, il y a des ailes qui ont commencé à pousser dans leur dos, ils ont commencé à voler et ils ont disparu. Non, donc Freud dit oui qu'effectivement, le petit garçon lui avait raconté que quand les gens mouraient, les enfants mouraient, ils se transformaient en anges. Et donc, pendant la nuit, il a transformé tous ceux qui le gênaient pour être, lui, le seul dont on allait s'occuper. Et il les a tous éliminés comme ça pendant la nuit. Donc, vous voyez, il a réalisé pendant la nuit, il a éliminé, poum, tous les autres. Et donc, Freud, il continue, il dit là, on va penser quoi? Que ces enfants, ils sont capables de désirer la mort de leurs frères et sœurs. Et comment on fait pour accepter ça? Et en fait, il va nous expliquer que pour les enfants, la mort, ça n'existe pas. Que l'enfant n'a pas connaissance que la mort, c'est le cercueil, c'est l'enterrement, que le cadavre va pourrir, etc. Donc il dit tout ça, pour l'enfant, ça n'existe pas. Pour l'enfant, c'est même, il va nous donner un exemple, simplement, l'enfant, c'est l'absence. Allez, non, comme les ailes, allez, poum, il disparaît. C'est ça la mort pour l'enfant. Non, et encore, il va nous dire, il nous raconte une petite anecdote d'un petit garçon dont le père était réellement mort. Et en fait, le petit garçon, donc à table, il disait, bon d'accord, moi j'accepte
j'accepte que papa soit mort, mais je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas manger avec nous à table. Donc vous voyez qu'il y a une conception de la mort de l'enfant aussi qui est aussi ambiguë. Pour lui, c'est pas clair. C'est-à-dire que ceux qui le gênent, il veut les éliminer, mais après, il va pleurer parce qu'ils sont plus là, parce qu'il n'a plus personne avec qui jouer. Je veux dire que c'est pour les enfants aussi, il y a une certaine ambiguïté. Hein. Et donc après, il va dire bon d'accord, on accepte qu'avec les enfants, il existe ce type de sentiments, puisque ce sont des concurrents en fait. Non, ce sont des concurrents face aux parents. Mes frères et sœurs, ce sont des concurrents pour l'amour, où je dois partager l'amour de mes parents pour être avec eux. Donc il va expliquer, donc à partir de là, il va poser la question. Eh bien, il imagine qu'on va lui poser la question, et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vais rêver que mon père meurt? Pourquoi je vais rêver que ma mère meurt? Alors que ce ne sont pas des concurrents, que j'ai besoin de leur amour, que ce sont deux êtres que j'aime immensément, et comment est-ce possible que j'ai envie de les éliminer? Et donc lui, il va dire, donc encore une fois, il dit, bah, en fait, c'est pas si bizarre que ça. Il va dire, si on écoute les rêves des gens, quand ils racontent les rêves et qu'on les analyse, il dit, en fait, c'est assez fréquent. D'accord? C'est-à-dire qu'il a vu que très souvent, dans les rêves, donc pas seulement les rêves où je rêve que mon père meurt ou que ma mère meurt, sinon les rêves d'autres choses où lui, il va faire cette déduction. D'accord? Donc il dit que ce n'est pas une règle absolue, mais que nous pouvons voir généralement dans l'expérience, donc dans les rêves, que alors attendez, on va revoir comment il le dit, que le petit garçon, il voit en son père un rival pour l'amour de sa mère, et que la petite fille voit en sa mère une rivale face à l'amour pour son père. Et donc il a vu que dans les rêves, ça apparaît. Que les gens viennent raconter en fait cette contradiction. Donc c'est-à-dire que les enfants, donc après on parle que c'est le petit garçon qui veut éliminer son père ou la petite fille qui veut éliminer sa mère. Des fois, c'est pas obligatoirement toujours le même schéma. En plus, lui, il va nous expliquer que ce sentiment-là, quand on voit que la mère peut être une rivale pour la petite fille, d'ailleurs, il va raconter des petites anecdotes où on l'a déjà écouté. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on écoute, que Freud donc a révélé et que tout le monde a entendu, où on va voir que les enfants disent « Voilà, aujourd'hui, je prends la place de maman. » Et donc, elle dit « Charles, je te donne un petit peu plus de légumes ?» C'est-à-dire que la petite fille, elle va dénoncer, elle va dire, non, le petit garçon qui va dire, quand je serai grand, je me marierai avec toi, maman. Je veux dire, ce sont des phrases que les enfants vont dire. Et Freud, il va expliquer une chose qui est très intéressante, parce qu'on peut penser que tout part à cause des enfants, que les enfants, ils ont fait leur choix. Non? Mais Freud vient nous dire que très souvent aussi, c'est en relation avec les propres désirs des parents. C'est-à-dire que le père a une tendance à s'occuper de façon plus intense de sa fille ou de ses filles, et la mère a tendance à s'occuper aussi avec une tendresse particulière de son garçon, de ses garçons, ou de ses enfants, de ses fils. Donc il dit qu'en fait, qui détermine quoi? Il dit qu'en fait, les parents, ils déterminent ce choix, on va dire, sexuel. Ce choix sexuel, parce que tout ça, ça vient de tendances sexuelles, tant pour les parents que pour les enfants. Parce que la sexualité des enfants, non, on a vu le premier rêve de l'exhibition, non? De l'exhibition, c'est une tentative de séduction, c'est-à-dire que la sexualité infantile commence déjà très tôt, mais avec des manières infantiles. Après, nous avons l'éducation qui nous empêche de continuer à séduire de cette même manière. Mais l'enfant a ses propres manières, d'accord? Et ses propres modes de satisfaction, tout comme les adultes, bien qu'elles soient différentes. Et donc, il va dire, oui, qu'effectivement, il y a des relations qui sont surtout pour les enfants. Donc, les enfants, les parents, c'est un désir sexuel, on va dire, mais qui est réprimé, d'accord? Mais qui est là quand même. Donc, il est réprimé, donc il ne s'exhibe pas comme
comme ce serait clairement sans répression, sinon qu'il est déformé. D'accord? Donc ces relations affectives des parents envers les enfants, elles existent et ce sont des... Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de relations affectives qui ont été déformées puisque c'est interdit, la loi non, de l'inceste interdit les parents d'avoir des relations avec leurs enfants. Donc, les parents ne le montrent pas comme ça, mais ils ont des tendances de tendresse exagérées de temps en temps avec un enfant ou un autre. Et donc, il dit que très souvent, le quatrième commandement, il dit, va nous empêcher de voir clairement non, ce qui se passe dans la réalité. Parce qu'en fait, il dit que c'est un commandement qui est absolument respecté par pratiquement personne. C'est-à-dire que tous les enfants ont désiré éliminer un de... Donc, le petit garçon, il a désiré se marier avec maman et donc d'éliminer papa, d'accord? Et donc, il a d'ailleurs une certaine... des sentiments contre le père. Attention, il a donc des sentiments contre le père, et parce que tout, après nous rentrerons plus dans les détails de toute cette sexualité infantile où on va voir que les sentiments sont, pareil, ils vivent, les deux sentiments vivent chez l'enfant. C'est-à-dire que la petite fille, elle adore sa mère, mais en même temps, elle veut l'éliminer. Et le petit garçon, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il adore son père, il a énormément d'amour pour son père, mais en même temps, il veut l'éliminer. Donc, on va voir que pendant un temps, ces deux sentiments vont vivre l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire qu'il va aimer profondément sa mère et il va aimer profondément son père. Et quand il va voir, quand le petit garçon va se rendre compte que s'il veut se marier avec sa maman, son papa, c'est un obstacle, c'est là où le sentiment contre le père va s'installer. D'accord? Alors, et donc on va voir, il dit que très souvent, face à l'amour, l'enfant a d'autres intérêts qui sont plus forts que l'amour. D'accord? Donc, et bon, il va même faire référence aussi à la famille antique, non? Au début de l'histoire de la famille, où on voyait que c'était le père qui était tout puissant. Il dit, au plus le pouvoir du père était illimité, au plus son fils, son successeur, apparaissait comme un ennemi. D'accord? Puisqu'il voulait lui aussi atteindre le pouvoir, obtenir le pouvoir de son père, et donc pour obtenir le pouvoir de son père, il devait l'éliminer. D'ailleurs, c'est très souvent ce qui s'est passé. Non? Dans nos histoires, dans les histoires de la préhistoire, ou les histoires qui sont déjà moins de la préhistoire, je veux dire, quand on voit toutes les... Bon, on ne va pas rentrer dans les choses de la... Et il dit que même, donc ça c'est au niveau de la famille primitive, mais il dit que même aujourd'hui, dans nos familles de notre société bourgeoise, il dit qu'il y a aussi ces sentiments de haine ou d'hostilité envers le père, quand le père, il ne laisse pas le fils choisir le chemin qu'il veut faire pour sa vie. Et il donne aussi l'exemple de la fille, quand on voit que la mère, elle l'a empêché de sortir avec son copain, qu'elle a essayé de l'empêcher qu'elle ait des relations sexuelles quand elle voulait. Elle dit ça provoque aussi énormément. Donc tous les interdits, on va dire, vont provoquer aussi ou vont aider à ce sentiment. Parce que le sentiment, il va être là. Mais après, si en plus l'attitude des parents renforce ce sentiment de base, donc après, les relations se font de plus en plus difficiles, non? Quand on voit, donc, il y a... Donc, il va dire qu'en fait, ce désir de mort de papa ou ce désir de mort de maman, en fait, viennent aussi donc de la plus tendre enfance, d'accord? C'est-à-dire que ce sont des souvenirs.
Et donc, quand on va faire ce type de rêve à l'âge adulte ou l'adolescence à l'âge adulte, ça fait référence à ces désirs infantiles qui ont été réprimés et qu'on ne veut rien savoir de ça. Parce que le problème aussi, c'est que, le fonctionnement de l'appareil, c'est que, en fait, tout ça, ça a été réprimé. C'est pour ça que quand le rêve qui apparaît, c'est je suis en larmes, je suis bouleversée, mon père est mort, ma mère est morte, de telle manière, et je suis bouleversée. Donc, cette exagération de sentiments, c'est pour cacher que derrière ça, il y a une réalisation de désir. Et l'hostilité, on ne pourra pas l'éliminer. Et encore moins avec les gens qu'on aime. C'est-à-dire que l'hostilité est toujours en parallèle avec les gens qu'on aime. On les aime et on a un sentiment d'hostilité. On a un sentiment d'hostilité avec les gens qui nous ont aidés à faire des choses. On est hostile parce qu'on a dû avoir besoin de quelqu'un pour obtenir quelque chose. Donc il y a un sentiment, d'un côté on dit merci et de l'autre côté on a une hostilité parce qu'on n'a pas pu tout seul. Vous voyez, l'être humain, il se débat tout le temps avec ses contradictions. Non, on va dire, c'est un débat constant avec les contradictions. Donc, pour continuer, on va dire, donc il va nous raconter, donc Freud, il va nous parler de, donc je vois, il va nous parler d'ailleurs, donc il nous raconte une histoire d'une patiente qui arrive à sa séance de psychanalyse et qui raconte à Freud, donc elle arrive toute bouleversée, en pleurant, et elle lui dit « Je ne veux plus voir ma famille, ils doivent me trouver horrible ». Et donc Freud dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc elle commence à raconter un rêve, tout de suite après. Donc elle lance cette phrase et elle associe à cette phrase un rêve où elle va raconter qu'elle voit marcher un lynx et à côté une renarde sur un toit. D'accord? Sur un toit. Après, il y a quelque chose qui tombe, d'accord? C'est la renarde qui tombe en bas. Et ensuite, elle voit dans son rêve qu'on sort de la maison sa mère qui est morte et donc elle commence à pleurer en larmes. D'accord? Donc Freud dit, bon, évidemment, vous avez réalisé donc dans ce rêve votre désir de tuer maman, puisqu'elle était encombrante dans votre vie affective, on va dire. Donc vous avez et vous imaginez que votre famille le sait. C'est pour ça que vous avez le sentiment de dire ils doivent me trouver horrible. Parce que des fois, il y a des patients qui sentent que tout le monde connaît leur désir inconscient. Donc ces mêmes désirs que eux, ils ne savent pas qu'ils savent, mais qu'ils pensent que les autres le savent. Et donc ils disent non, ils doivent me trouver horrible parce que j'ai désiré la mort de ma mère. C'est vrai que moi je le dis comme ça fait bizarre aussi, quoi. Faut pas exagérer. Bonsoir Isabelle. Donc ensuite, on va continuer. Et donc après ce rêve, donc il dit que nous allons voir que ça arrive effectivement à tout le monde, d'accord? C'est-à-dire que les parents jouent un rôle énorme dans la vie animique infantile de tous les individus. C'est-à-dire que le père et la mère, les enfants vont tomber amoureux du père et de la mère. D'accord? Donc en général, là comme maintenant, lui, il parle du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire que comme il y a une sélection, mais après nous allons voir que les enfants ont une période où ils sont amoureux de la mère, après une période où ils sont amoureux du père, quel que soit, s'ils soient petits garçons ou petites filles, ça n'a pas d'importance, ce sont des amours. Les parents, ce sont nos premiers amours et nous ne les oublierons jamais. Mais nous n'oublierons pas non plus l'hostilité que nous avons contre eux. D'accord? Ce n'est pas un amour pur, l'amour de l'enfant. D'accord? C'est ça que vient dénoncer Freud en disant non, ce n'est pas un amour pur, sinon que c'est un amour complexe pour l'enfant aussi. D'accord? Et donc, il va nous dire que
Et donc, il va dire que tout ça, c'est, en fait, il va aller chercher donc dans la légende de Sophocle, il va aller chercher donc cet appui, non, cette découverte par rapport à cette légende. Et en fait, donc, il va nous raconter, parce qu'il va dire que le complexe d'Oedipe, ou la légende d'Oedipe, c'est la source de tous les rêves. C'est pour ça que ce chapitre est très important. Et là, Freud, il vient ouvrir le centre du sujet, parce qu'il va nous montrer que quels sont les désirs que nous réalisons dans nos rêves. C'est un désir infantile, sexuel et réprimé. Et ça va être la réalisation de tous les désirs. C'est-à-dire que ça va être le moteur. Le désir qui va fabriquer les autres, c'est celui-là. Dans tous les rêves. Donc quand on analyse au fond, jusqu'au fond, tous les rêves, on arrive à celui-là. D'accord? Puisque c'est le moteur, on va dire. D'accord? C'est le moteur. Et donc il va nous rappeler la légende du roi, la légende du roi Oedipe, le drame donc de Sophocle, et où il nous rappelle, donc je vous rappelle aussi un petit peu l'histoire. Donc Oedipe, c'est le fils de Laios, Laios, il est le roi de Thèbes, et il est marié avec Jocaste. Et en fait, il y a un oracle qui va dire, quand Jocaste est enceinte, elle va dire, attention, votre fils va être un assassin. Donc, ils décident, Laios et Jocaste décident de l'abandonner. Donc, ils vont l'abandonner sur un mont, comme s'il n'existait pas. Et donc, il est récupéré par des pasteurs, d'accord, et il est remis donc au roi de Corinthe, donc à un autre roi, et donc il va être éduqué comme un prince. Donc, il va suivre, il va être éduqué comme un prince. Et quand il, donc à l'âge adulte, quand il va vouloir connaître son véritable origine, il va consulter un oracle, et cet oracle va lui conseiller qu'il ne rentre jamais dans sa patrie, parce qu'il est destiné à tuer son père et à se marier avec sa mère. Donc Oedipe, il dit ça c'est pas possible. Donc comme lui, il pensait que tout se passait, que toute sa vie avait eu lieu dans le règne de Corinthe, il part de Corinthe. Et il va donc s'éloigner de la ville, et sur le chemin, il va rencontrer le roi Laios. Et dans une dispute, il va le tuer. Donc première chose, il tue son père. Boum. Et ensuite, quand il va arriver à Thèbes, il y a aussi une énigme à déchiffrer pour pouvoir avoir accès à la ville. Lui, il arrive à déchiffrer l'énigme, et les Tibétains, enfin les citoyens de Thèbes, ils le remercient, ils le couronnent roi, ils le marient avec Jocaste. Poum, marié à sa maman. Ils ont 2 garçons, 2 filles, ils vivent pendant plusieurs années ensemble en harmonie et super bien, jusqu'au jour où la peste tombe sur Thèbes. Et donc, les citoyens vont aller voir l'oracle pour lui demander qu'est-ce qu'on doit faire pour éliminer la peste qui est en train de tuer tout le monde. Et donc, l'oracle lui dit, il faut découvrir le meurtrier de Laios. C'est-à-dire, c'est à cause du meurtrier de Laios, donc rappelez-vous, Laios était quand même le premier mari de Jocaste. Donc, il faut découvrir. Et donc là, c'est là où on va voir une autre chose qui est très intéressante, parce que quand Oedipe, donc vous connaissez l'histoire, quand Oedipe va savoir qu'il a tué son père et il s'est marié avec sa mère, il va s'arracher les yeux et il va fuir de sa patrie. D'accord? C'est-à-dire que l'oracle, la prédiction, s'est réalisée. Et donc, il va montrer comment la culpabilité va rentrer en jeu ici. Et ça, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire que là, bon, Oedipe, il a réalisé. Donc, il est coupable de quelque chose qu'il a réalisé. Mais nous, quand nous n'avons pas réalisé l'inceste, mais que nous l'avons simplement désiré, et bien pourtant, nous avons la culpabilité de l'avoir désiré. Et ça, c'est quelque chose que Freud va nous montrer, c'est-à-dire que nous nous sentons coupables, pas de ce que nous avons fait, sinon que nous nous sentons coupables de ce que nous avons fantasmé. Et qu'est-ce que ça veut dire se sentir coupable?
C'est pas un sentiment, oui, parce qu'on n'a pas le sentiment de se sentir coupable qu'on a fantasmé quelque chose. On a le sentiment d'être coupable d'autre chose, de ce qu'on n'a pas fait, de la vie quotidienne, etc. Mais de ce fantasme, nous n'avons pas, pourtant, c'est la base de la culpabilité. Cette culpabilité que nous ne sentons pas, qui est devenue inconsciente et qui fonctionne en nous. Et comment nous savons qu'elle existe? Parce que nous allons réclamer des punitions. Dans notre vie, nous avons tendance à aller chercher des punitions pour tranquilliser notre culpabilité parce que un jour, ou plutôt pendant de longues périodes, nous avons fantasmé la mort de notre père, de notre mère. Et donc, ça, nous ne pouvons pas tolérer que nous l'avons fantasmé. C'est-à-dire qu'il y a ce pouvoir du psychique, on va dire, où on croit que ça, le fantasmer, c'est la même valeur que le faire. Grosse erreur, évidemment. Bon, il nous reste 3 minutes pour terminer. Donc, il va nous dire que en fait, nous sommes tous des petits Oedipe, dans le sens où Oedipe, il a réalisé ce que nous, simplement, nous avons fantasmé. D'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est une histoire, et toutes les histoires dans les films que vous voyez, qui sont toujours en relation avec ça, c'est des histoires qui nous touchent profondément, c'est parce que nous avons quelque chose dans nos fantasmes, dans notre inconscient, en relation avec cette situation. D'accord? C'est-à-dire que c'est la base, on va dire que le complexe d'Oedipe, c'est ce qui nous humanise. Parce qu'il y arrive un moment, donc où nous étions capables de dire ouvertement, maman, quand je serai grande, je me marierai avec toi. Nous avons été capables de le dire. D'accord? Mais il arrive un moment où on oblige à la petite fille, au petit garçon, d'abandonner ces désirs-là. Qu'ils ne peuvent pas continuer, qu'ils doivent s'ouvrir au monde, qu'il y a d'autres choses que papa et maman. Donc on leur dit, c'est fini, vous ne pouvez pas continuer. D'accord? C'est une loi, la loi de la civilisation. Et donc à partir de là, il y a ce qu'on appelle la répression primordiale. Donc c'est pour ça qu'on dit que le complexe d'Oedipe, c'est celui qui va nous faire rentrer dans l'humanité, dans le sens où à partir de là se produit la répression primordiale, c'est-à-dire je vais continuer dans l'inconscient à fantasmer avec mon père, avec ma mère, mais dans la réalité non. Et ça c'est ce qui va s'établir, donc la répression primordiale, et qui va être le moteur. Le moteur de quoi? Le moteur de mon appareil psychique. Bon, nous continuons la prochaine fois avec le travail du rêve et les mécanismes de la fabrication du rêve. Donc quelque chose de très intéressant, d'accord, de regarder avec plein d'exemples. Donc je vous recommande d'aller lire le texte en français, en espagnol, en russe, en arabe, comme vous voulez. Essayez de prendre le livre de Freud, le travail du rêve, ça s'appelle aussi l'élaboration du rêve. Et on va voir comment on fabrique, quels sont les mécanismes qui sont utilisés pour la fabrication d'un rêve. Donc, nous continuons mardi prochain à la même heure. Merci beaucoup pour votre assistance et bonne semaine et à mardi prochain. Au revoir.